Bonjour, Fiberglass, MMA Talk, combat, UFC, analyse, prédiction, Tyron Woodley, Gilbert Burns. Donc c'est ça, hein? Tyron Woodley, Gilbert Burns, c'est un combat, ça a lieu samedi. C'est nice, moi je suis content. Le bon main event pour vrai, legit main event. Je sais pas c'est quoi le niveau d'excitation pour un combat de Tyron Woodley. Ben, c'est ce que dit du monde, on les connaît, c'est nice. C'est pas Jessica contre Cynthia Calvillo. On est en business, les petits chums. Donc, ben, écoute, j'ai tellement hâte de penser là, par rapport à ce combat de main event-là. C'est que tabarnouche, ok. Comme je viens de le dire, je sais pas c'est quoi le niveau là, de passion des partisans à l'idée d'un combat de Tyron Woodley. Le mien est comme pas super élevé, sauf qu'il se bat contre Gilbert Burns, puis mon niveau d'excitation pour un combat de Gilbert Burns est toujours super élevé. Puis il me semble que tabarnouche, c'est comme le combat que là, les deux se pognent, puis on a vu ce qu'on avait à voir de Tyron Woodley, là, me semble. Et puis, je sais pas, il arrive comment dans ce combat-là. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Man, son niveau de motivation, c'est quoi? Il fait-tu plus de rap que de combat, c'est un site, là, le petit chum Tyron? On le sait pas trop, il est où, c'est ses relations avec l'UFC. Tout ça est bien bizarre. Là. Tyron Woodley a l'air d'un prime candidate pour écouler son contrat puis crisser son camp à Bellator ou de quoi de bien random de même. Là. Donc, à quoi s'attendre? Il est où dans sa carrière? Est-ce qu'il a perdu une coche? T'sais, il est quand même pas jeune, Tyron Woodley. Ça fait longtemps qu'on le fait. Il y a tellement de questions par rapport à Tyron Woodley. Je ne sais pas quoi m'attendre de lui. Puis on dirait que je sais exactement à quoi m'attendre de Gilbert Burns. C'est un gars avec un striking énormément amélioré qui, avant, on le voyait des fois pas être capable d'amener le combat au sol, puis il se retrouvait comme pris dans le striking, puis même s'il est puissant, sa confiance semblait dropper un peu, puis c'est là qu'on le voyait comme perdre un peu. Mais c'est plus ça qui arrive, on dirait. Il est confiant debout, puis il est prêt à aller au sol. Il a grapple avec Damian Maia, mais aussi quand ils sont levés, puis il a plugué un hook direct sur le menton, il lui a passé le KO. Donc, tu sais, je sais exactement à quoi m'attendre de Burns. C'est quelqu'un qui va probablement vouloir mettre de la pression, essayer de stalker Tyron Woodley, qui est pas mal la personne la plus stalkable dans toute l'UFC, vu que son game plan, c'est ce back-up contre la cage, puis lancer une grosse overhand right, puis défendre les takedowns. C'est pas mal 100% de la game de Tyron Woodley. L'affaire, c'est que je sais pas ce que ça va donner, parce que je m'attends à ce que Burns soit plus actif, mais je m'attends à ce que Burns se fasse quand même toucher solide en counter, parce que oui, son striking est meilleur. Je sais pas si sa défensive est encore à son top, puis veux pas, plus tu mets la pression, puis t'es agressif, plus tu t'ouvres un peu à te faire counter. C'est un peu la nature même de la chose. Burns est incroyable au sol, c'est un des meilleurs combattants de jiu-jitsu brésilien dans tout l'UFC, multiple champion du monde and shit, mais c'est ce qu'il va avoir la lutte pour amener Tyron Woodley à terre. T'sais, presque personne ne l'a, pour être bien honnête avec vous. Donc, man, je sais pas à quoi m'attendre de ce combat-là. Parce qu'on dirait que, mettons, tu me donnes. Tu sais, tu me dis, oui, là, tu me donnes Peak Burns, là, ce que je pense qu'on a en ce moment. Tu le mets contre Peak Tyron Woodley. En tant qu'analyste, j'ai pas le choix de ligne, je pense, en fonction de Tyron Woodley. Parce qu'il réussit à faire counter ses counters très. Puis tu sais, on se rappelle de Tyron Woodley comme étant un gars pas full actif, mais Tyron Woodley laisse très rarement quelqu'un l'outstriker. Puis c'est quelqu'un qui est bon pour se battre en burst. Il est capable de weak counter avec sa grosse overhand, mais il est aussi capable de se back up le moment donné. Il attaque en burst, puis il touche avec plusieurs shots. Puis ses moments d'attaque, bien qu'ils sont dispersés entre de longs moments d'attente, sont souvent très significatifs. Puis ça fait que c'est un gars qui perd pas beaucoup de rounds. C'est vraiment un consistent round winner. Puis oui, souvent il fait juste edger les rounds. Puis ça fait qu'à la fin du combat, t'es pas trop sûr de qui doit gagner ce combat-là. Mais on a vu contre Darren Till aussi, quand que, il te fait mal, il est capable de sauter là, sur une proie qui est affaiblie. Puis d'aller chercher ses finishes. Il y a de nombreux knockouts. C'est sûr que son style de le championship Tyron Woodley est peut-être pas le combattant le plus intéressant qu'on a vu. Mais avant ça, il a allumé une coupe de dos assez violemment pour se rendre là. Puis à part un vrai combat vraiment plate ou deux, il n'avait pas eu tant que ça, du moins dans l'UFC, dans Strikeforce, c'est une toute autre histoire, mais bref. Je pense que
j'ai comme pas encore eu la preuve que Woodley avait eu une drop, donc je me sentirais mal d'arriver puis de dire oh Woodley va en avoir perdu, va donc perdre contre Gilbert Burns. Donc je vais y aller avec Woodley par décision ici, avec l'astérix que moindrement que s'il a perdu un petit step, je pense que c'est direct le genre de combattant qui pourrait mettre beaucoup de pression puis l'outstriker parce que Gilbert Burns, contrairement à d'autres gars plus genre safe comme Wonderboy, je pense pas que c'est le genre de gars qui a tant peur de se faire frapper. Fait que je pense que si Woodley a perdu un petit step, il peut très bien perdre ce combat-là, surtout venant d'un gars qui s'entraîne avec Kamaru Usman, qui a les mêmes coachs que Kamaru Usman et qui vient donc du gym qui ont élaboré le game plan pour battre Woodley, qui a très bien marché d'ailleurs. Mais je vois, tu sais, je pense pas que Burns autant c'est un grappler incroyable et un bon lutteur, je ne crois pas que c'est un lutteur à la Kamaru Usman ou à la Tyron Woodley. Donc je pense pas que ce game plan-là, ce précis qu'Usman a appliqué, pourrait être répliqué par Burns avec succès dans ce combat-là. Donc, écoute, Woodley par décision, mais si on se rend compte là en combat qu'il a perdu un step là, et tabarnouche. Je pense que Burns a de très très bonnes chances de gagner ce combat-là. Même mon pick d'analyste qui n'a pas encore vu Woodley perdre un step, c'est Gilbert Burns par décision. Co-main event, Blaga Ivanov, Augusto Sakai. C'est très intéressant comme combat là, ça, chez les heavyweights. Puis c'est parce que, ben, tu sais, c'est pas dans le sens ça va être une guerre incroyable. Je pense que ça va être un combat de striking assez réservé. Les deux sont bons pour faire ça. Les deux ont du bon power, sont capables d'aller chercher des knockouts, mais c'est quelqu'un qui ne vont pas courir après le knockout, vont le laisser venir à lui, puis sont bien confortables de faire un 3 rounds si le knockout ne vient pas. J'ai l'impression que les deux ont des styles qui jouent bien l'un dans l'autre. Dans le sens qu'Augusto Sakai, je pense, préfère être le gars qui va de l'avant, préfère l'idée dans l'action. Puis oui, il est capable de provoquer quelque chose pour aller chercher ses counters et tout, mais c'est plus un gars qui aime aller de l'avant, puis l'idée, puis établir son rythme, puis mettre son rythme sur son adversaire, parce que je vous dirais que c'est dans les deux cas des heavyweights en bonne shape qui sont amplement capables de faire les 15 minutes sans trop de tracas. C'est sûr que coronavirus, on ne sait pas c'est quoi leur situation d'entraînement puis tout, mais habituellement, c'est des gars qui sont durables, qui sont tough aussi, pas des gars qui vont... Blaga Ivanov, c'est quand même fait sévèrement péter à gueule là, par Dos Santos, si je me rappelle bien, puis ça a été très long avant que ce combat-là finisse. Si ça s'est même fini, je me rappelle pas. Faudrait que je check avant, hein, des fois, de faire ce preview-là. Des fois, j'ai l'impression que j'arrive et je dis n'importe quoi. Mais je me rappelle que il a été tough contre Dos Santos. Je pense qu'il s'est même pas fait finir, si je me rappelle bien. Mais bref, regarde. Tout ça pour dire deux gars très tough. Sakai va vouloir aller de l'avant. Ivanov est cependant comme très très bon pour laisser l'action venir à lui, puis placer ses counters, puis travailler derrière son jab, puis rester technique, puis on dirait que je dis ça à chaque combat d'Augusto Sakai, puis à chaque fois il réussit à me prove wrong, mais il n'a pas affronté le niveau de compétition qu'un Ivanov a affronté encore. Puis oui, tu sais, Arlovski est bon, c'est sûr, il est très bon, même que la nouvelle version d'Arlovski est potentiellement sa meilleure ever, là. Mais j'ai un petit edge en faveur de Blaga Ivanov ici, pour une raison ou une autre que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer, parce que c'est pas mal ma définition d'un combat heavyweight très 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 serré là, qui va se jouer à des détails là, sur qui va gagner. C'est probablement la personne qui va réussir à lander le meilleur clean punch dans le combat a des très bonnes chances de gagner ce combat-là. Pas nécessairement par finish, peut-être, bien que les deux sont très tough comme j'ai dit, mais je pense que ça va se jouer à des petits détails ce combat-là. Et puis... j'ai Ivanov dans ce cas-là par décision dans un pick encore moins sûr que le main event, même si je suis pas sûr de mon pick du main event. Fait que on va voir, on espère pour vous que ça va se préciser pour moi dans les prochains combats. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont remodelé la carte. Là. Je me suis fié à l'UFC.com, mais ça me donnerait Billy Quarantillo contre Spike Carlisle. On devait avoir Kevin Holland à 170 livres, malheureusement c'est blessé, il a été remplacé. Puis je vais vous en parler plus tard de ce combat-là, mais je suis triste qu'on n'ait pas le chum Kevin Holland. Mais Billy Quarantillo contre Spike Carlisle. Spike Carlisle a été incroyable, là, son premier combat dans l'UFC, on s'entend, il a absolument ramassé Elon Cruz. Puis je pourrais pas vraiment me fier là-dessus, on dirait.
parce qu'on a tellement rien vu. Puis je ne sais pas moindrement que s'il y a un combat entre lui et Quarantillo, comment il va réagir. Parce qu'il est vraiment juste arrivé puis il a blasté le pauvre Elon Cruz. Puis 100%, c'est 100% imposé physiquement du début à la fin de ce combat-là. Donc je l'ai pas vu dans l'adversité. Puis s'il y a une chose que Billy Quarantillo amène toujours, c'est de l'adversité. Le gars, c'est un très bon striker qui varie bien ses attaques et tout. Mais je pense que son trademark en général, c'est d'être vraiment tough et vraiment très difficile à finir. On l'a vu au Contender Series face à Camuel Lockhart. Le gars a passé beaucoup de temps au sol, il a donné son dos, des tentatives de choke qui ont été genre prêts, mais jamais de continuer toujours à se battre. Le gars, autant au sol que debout, est très difficile à finir, immensément durable. Puis c'est comme je me retrouve avec un gars qui a l'air d'être capable de blaster quelqu'un très rapidement, là, on l'a vu, mais que j'ai pas vu, tu sais, comme à plus long terme dans un combat, qu'est-ce que ça a l'air s'il y a de l'adversité. Contre un gars qui est littéralement bon pour avoir de l'adversité puis réussir à s'en sortir gagnant d'une manière ou d'une autre, que ce soit un triangle choke sur son dos là, contre Jacob Kilburn ou juste faire un comeback puis péter quelqu'un avec son striking. Le gars est capable de tout, il est bon, puis je pense que ça va être difficile pour Spike Carlyle dans ce combat-là si le combat réussit à durer le plus longtemps que les quelques minutes que j'ai vu Carlyle. Mais j'ai beaucoup de beaucoup de promesses en Spike Carlyle. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire. Reste avec le plus gros et plus physique des deux combattants. Là, je pense que c'est comme un... Non, mais non, je pense que c'est 245 livres. Mais il me semble que Quarantillo n'est pas le plus gros. J'ai l'impression... Regarde. On verra, moi, des fois que les dimensions des gars, je m'attends à ce qu'il y en ait un qui est gigantesque. Finalement, l'autre a comme 3 têtes de plus que lui. Là. C'était quoi ma dernière fois? Ouais. Greg Hardy contre De Castro. Dans ma tête, De Castro était quand même gros. Je check contre Greg Hardy. Puis je suis ouais, ça a l'air d'un light heavyweight, ce gars-là. Hein? Mais bref, tout ça pour dire, j'ai Quarantillo par décision ici. Et ça me mène à un combat où je suis vraiment plus sûr du résultat. J'ai les 155 livres. Roosevelt Roberts face à Brock Weaver. C'est comme le deuxième début là, de Brock Weaver. On s'entend, il n'a pas vraiment eu le temps. C'est juste fait sacrer un sale coup de genou illégal en pleine gueule. Puis s'est fait knocker clean par ce coup de genou illégal-là. Ce qui lui a amené une victoire par disqualification à son premier combat dans l'UFC. Qui n'a pas eu le temps vraiment de durer. Fait qu'on n'a pas vraiment eu le temps de rien voir sur Brock Weaver. Mais principalement, c'est un bon grappler. C'est quelqu'un qui va vouloir aller chercher des takedowns puis travailler au sol. Affronte Roosevelt Roberts, que moi, personnellement, j'adore. J'aime ce que je vois de lui. Là. C'est un gars qui a un très long frame et est un gigantesque lightweight. Puis ça, je le sais, c'est comme un lightweight de 6 pieds que le gars est tellement long. Puis très bon dans le clinch, étrangement. J'aimerais le voir travailler sur son striking. Là. Je dois vous admettre, dans ce combat-là, je pense qu'il y a une bonne chance d'exploiter son striking puis de nous montrer ses améliorations au vu de son striking. Parce que je pense que Weaver va vraiment vouloir le grapple. Et ben, c'est sûr que le fait d'être plus petit, ça va être plus facile de get in on the hips, là, aller sauter dans les hanches de notre chum Roosevelt Roberts. Mais Roberts est vraiment un très bon lutteur. Là. Je vous dirais que principalement, c'est la chose qui fait le mieux. Puis il est bon du clinch justement pour docker les shots puis aller chercher ses underhooks avec ses vraiment longs bras. Puis de là, il va chercher des body locks qui, à cause de son frame, sont vraiment très très durs à briser. Puis ça fait qu'il est capable de rider ses adversaires dans le clinch, il est capable d'aller chercher ses takedowns. Puis j'aimerais le voir utiliser ces capacités-là dans le clinch. Justement pour se séparer puis travailler son jab, travailler ses kicks. C'est des choses qu'on a vu des glimpses de son striking. On se dit, il pourrait faire de belles choses lui debout, mais souvent ses combats finissent dans des clinch battles, dans des bagarres de lutte contre la cage où il réussit principalement à out-wrestle la majorité de ses adversaires. Mais j'aimerais vraiment le voir travailler sur son striking. Je suis confiant pour lui dans ce combat-là. Ça n'a pas l'air d'être le plus grand des finishers, fait que je vais aller par décision parce que Weaver est vraiment plus tough que il a paru dans son premier combat. On peut pas dire ça parce qu'il a mangé un coup de genou clean dans la gueule dans le temps où tu t'en attends le moins parce que tu es clairement dans une position où tu n'es pas supposé pouvoir manger un coup de genou. Donc je pense pas qu'on peut juger du fait qu'il s'est fait éteindre par ce genou-là en disant « Ah, il n'y a pas de chin, il n'y a rien, du moins pour l'instant. » Mais je pense que Weaver est tough, il va être difficile à finir, ça va donner beaucoup d'opportunités à Roberts de travailler son striking. J'espère en avoir beaucoup. J'ai Roberts par décision. Ensuite, Mackenzie Dern affronte Anna Cyphers. Puis tabarnouche, j'ai vraiment passé proche de pick Anna Cyphers ici parce que maudit que Mackenzie Dern, je la trouve poche. Puis tu sais, ça a paru là, contre Amanda Ribas, mais là on est en train de voir Amanda Ribas qui va devenir super legit dans cette division-là. Donc, je
Je pense que c'est normal là, ce qui est arrivé dans ce combat-là parce que le striking de Mackenzie Dern est vraiment sous-développé. Je l'ai vu dans trop de combats essayer de striker. Puis elle a passé à ça là, de perdre contre Ashley Yoder. Puis on s'entend que Anna Cyphers puis Ashley Yoder, c'est plus semblable que Anna Cyphers puis Amanda Ribas. Là. Donc c'est sûr qu'il y a toujours le X-Factor que si moindrement ce combat-là va au sol d'une manière ou d'une autre, Anna Cyphers risque de se faire choquer en quelques secondes, se faire passer du moins une soumission en quelques secondes, peu importe la première qu'elle va donner à son adversaire. Mais, tu sais, c'est comme... Je peux pas vraiment me fier sur ça parce que la lutte et le striking et tout ce qui mène à la BJJ game de Mackenzie Dern n'existe littéralement pas, là. Donc, comment je peux me fier sur le fait qu'elle va soumettre quelqu'un quand elle n'a pas vraiment de moyen d'amener le combat à terre, puis de set up un takedown, puis de rien faire de tout ça. Mais encore là, je peux me fier sur Anna Cyphers, point. Pas vraiment. Fait qu'écoute, je vais mettre Dern là, par soumission, parce que selon moi, il s'agit juste qu'il se passe une mini-affaire, puis que ça aille au sol, puis ce combat-là est terminé. Mais... je pense qu'Anna Cyphers est meilleure debout que Mackenzie Dern. Puis si Mackenzie Dern se retrouve prise debout contre elle, elle va peut-être perdre ce combat-là. Là. Il y a de très bonnes chances qu'elle perde ce combat-là. Donc, regarde, j'ai Dern par soumission parce qu'elle a le X-Factor du Drew. C'est seulement, c'est comme l'affaire qui sort là, de ce combat-là. Quand Mackenzie Dern sans Drew, elle ressemble plus à Anna Cyphers. En tout cas, je sais pas ce que je veux dire. Là. Mais bref, on s'éternisera pas là-dessus. Le prochain combat, c'est le premier sur les prelims. Katlyn Chookagian contre Antonina Shevchenko. T'as perdu contre Valentina, fait que va t'essayer contre Dolorama Valentina. Et ça va être quand même un bon fight. L'affaire, c'est dur de s'exciter pour un combat de Katlyn Chookagian. Hein? Tabarnouche, man. La fille, c'est... littéralement la split decision master des combattantes féminines. C'est que son style où elle travaille en volume, mais il y a tellement rien qu'il n'y a aucun impact que moindrement quand elle se fait counter une bonne fois, ben on dirait que les 4-5 coups qu'elle vient de lander ne paraissent plus dans la tête des juges. Et avec raison, là, si tu lui donnes 4-5 tapettes sur le coin de la tête à quelqu'un, puis tu réponds avec un esti de left hook qui te met sur tes fesses, je pense que c'est lui qui a gagné l'échange, c'est pas toi. T'sais? Donc, c'est normal. Antonina, ben, c'est une bonne striker, c'est la sœur de Valentina, elle est quand même, je dirais, complète quand elle décide d'attaquer le grappling, même weirdly incomplète quand tu l'attaques en grappling. Donc, peut-être une petite option pour Chookagian ici de Lander Takedown 2. Je pense que c'est ça qui va être le edge là, dans ce combat-là, littéralement. Parce que je pense que ça va être très serré debout, comme 100% des combats de Katlyn Chookagian. Puis je pense que elle défend mieux les takedowns qu'une Antonina. Donc, si Antonina essaye d'amener ce combat-là au sol pour changer le pace et aller gagner là, le round dans la tête des juges, je pense qu'elle va avoir moins de succès à faire ça que Chookagian va avoir du succès à faire ça sur elle. Donc, je vais y aller avec Katlyn Chookagian, mais ça va sûrement être une split decision, vraiment très split et vraiment très decision. Ensuite, 170 livres, Gabriel Green arrive sur quelques jours de notice face à Daniel Rodriguez. Puis ça, là, ça va être drôle, les boys. Ça va être très, très drôle. Gabriel Green, là, basically, c'est un homme avec une très longue chevelure noire qui est un brawler avec aucune takedown defense, mais ça ne dérange pas vraiment parce que la majorité de ses victoires sont venues par soumission anyway. Puis ça a l'air d'être un genre de scrambler opportuniste qui... va essayer des choses sur son dos juste pour essayer des choses, essayer de provoquer des choses. J'ai pas vu vraiment de belles techniques de sa part, autant en grappling qu'en striking, mais c'est quelqu'un qui est capable de sauter sur une opportunité. C'est pas quelqu'un qu'il faut que tu lui laisses la chance de te choquer parce qu'il va salement te choquer. Super flexible de ses jambes. Là. Je l'ai vu se faire monter puis juste ramener ses jambes puis sweeper le gars comme ça, puis attaquer des leg locks nowhere. Écoute, c'est mon genre de dude, il a pas l'air d'avoir aucune structure à rien de ce qu'il calisse, mais il est certainement là pour calisser plein d'affaires anyway. Puis y a-tu quoi de plus amusant qu'un combattant de même? Non. Est-ce qu'il va gagner ce combat-là contre Daniel Rodriguez qui a littéralement décalissé Tim Means debout à son premier combat? Probablement pas, considérant le fait que je pense que Rodriguez a une meilleure takedown defense que lui.
Parce que Green, c'est genre, on dirait que c'est le genre de gars qui brawl dans le but que tu le takedown, puis une fois à terre, il va essayer ses affaires bizarres avec ses jambes super flexibles, puis il va espérer te soumettre. Mais on dirait que c'est un peu sa game de se faire takedown pour essayer ses trucs bizarres. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va réussir vraiment à entraîner Rodriguez là-dedans. Rodriguez a l'air très méchant debout et aussi assez technique. Donc, je pense que Rodriguez a des chances de finir ce combat-là au premier round, surtout avec un gars que, tu sais, il arrive super short notice, puis tu sais qu'il va y aller all-in, là, puis essayer. T'sais, sa game, ça a déjà l'air d'être un peu n'importe quoi. Fait que je m'attends à ce que ça soit vraiment n'importe quoi, ce combat-là. Puis, que ça soit très amusant pour le temps que ça dure. Je m'attends pas à ce que ça dure full longtemps. Cependant, j'ai Daniel Rodriguez par TKO au premier round. Ensuite, 205 livres, Jamahal Hill, Clidson, Abreu, qui est encore dans l'UFC somehow. Écoute, regarde, qu'est-ce qui va arriver dans ce combat-là? Sûrement que Jamahal Hill va gagner. Clidson, c'est quelqu'un qui est un bon combattant de jiu. Principalement aurait tendance à vouloir se retrouver au sol. Cependant, un peu à la Vinicius Moreira, comme pas vraiment aucune manière d'amener le combat au sol. Fait que ça fait que c'est un genre de light-footed kickboxer qui échange debout, même si c'est jamais vraiment son avantage de faire ça. C'est sûr que Hill aime bien se mettre dans le clinch une fois de temps en temps, travaille bien là, de là généralement. C'est quelque chose que j'aime voir aussi sur sa fiche, c'est un prospect qui est seulement que 7-0, quand même déjà beaucoup de décisions. C'est peut-être pas l'affaire la plus intéressante, mais j'aime ça voir des gars à light heavyweight qui ont du cage time avant comme de devenir quelqu'un. Parce que, tu sais, comme Dominique Reyes, c'est un gars qui a démoli beaucoup de monde, mais un moment donné, il a slow down un peu sa game là, quand il a affronté les Ozdemir, les Rakic. Il a slow down sa game pour vraiment essayer de s'adapter au style de championship fighter. Puis on a vu ce que ça a donné là, contre John Jones. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont battu, que Dominique Reyes a battu John Jones. Donc, j'aime voir les prospects light heavyweight avoir du cage time. C'est ça qui arrive avec Jamahal Hill. Je pense que c'est le genre de combat qui pourrait peut-être finir ça. Abreu, là, ça me semble pas l'air d'être le gars le plus durable. Cardio assez brésilien. Donc, pas au troisième round. Je pense pas que Hill va nécessairement avoir à faire grand chose de plus qu'il faisait dans les deux premiers rounds. Je pense juste que Mané va avoir un adversaire tellement épuisé devant lui qu'il va littéralement être prêt à tomber sur une moindrement grosse frappe. Donc, j'ai TKO au troisième round pour Jamahal Hill ici. Ensuite, holy shit, ça va être du complet nonsense. Tim Elliott contre Brandon Royval. Et puis, écoutez, Brandon Royval, là, sa game, c'est littéralement des armbars et des triangles. C'est 100% de sa game, mais tabarnouche! Tabarnouche! Il est slick, genre, il est vraiment très slick là, dans ce qu'il fait. Il transitionne tellement bien entre les deux techniques, puis il va y aller le une, puis l'autre, puis une, puis l'autre, puis un moment donné, il va finir par t'avoir, puis c'est comme tellement Tim Elliott de pas être capable de s'empêcher d'aller essayer de scrambler puis de grappler avec un gars qui clairement, la seule place où il peut potentiellement te battre, c'est au sol en te pognant dans un armbar nowhere. Puis somehow, sacrément, ça va probablement finir par arriver, puis Brandon Royval va gagner ce combat-là, genre par armbar au premier round. Fait c'est ça mon pick, ça devrait pas arriver en théorie, mais c'est comme c'est tellement Tim Elliott que de faire ça que... Et, écoute, je pense que c'est juste ça qui va arriver. Ensuite, 135 livres, Louis Smolka contre Casey Kenny. Un peu un mismatch, on s'entend. Louis Smolka, c'est drôle, parce que j'aimais ce qu'il faisait debout. Il avait l'air d'avoir une genre de powering distance game là, où il gossait avec son jab, puis il landait du volume, même si aucun du volume qu'il landait avait vraiment aucun impact. Il était juste là dans ta face, puis ça t'incitait à le takedown, d'où il est littéralement Tim Elliott puis Brandon Royval là, au sol. Ça c'est un complet esti de malade mental, super flexible, insoumettable, qui ne fait que scramble. Ça pourrait être très intéressant s'il grapple avec Casey Kenny. Casey Kenny va tellement être un meilleur striker que lui, un meilleur lutteur que lui. Le Kenny a littéralement out-wrestled Ray Borg. Okay? Fait que je pense que c'est comme Kenny a eu une défaite dans son dernier combat, dans un bon... Qu'est-ce qui se passe?
C'est un bon combat back and forth. Il a perdu malheureusement, mais c'était serré. Ça reste un excellent prospect. Ça reste quelqu'un qui va probablement se faire un très bon nom là, chez les 30-35 livres. Fait que c'est comme, je pense, le plus proche que tu peux lui donner de rebound fight, qui va sûrement aussi être un action fight super le fun à regarder. Donc j'ai Kenny là, par décision dans ce combat-là, juste parce que ce gars est vraiment comme super weird puis dur à finir. Mais je pense que Kenny devrait avoir son way ici. Premier combat, Chris Gutierrez, Vince Morales. Deux combattants que j'aime beaucoup. J'ai tendance à y aller pour Gutierrez ici, cependant, pour la simple et unique raison qu'il met du power dans ses punches. Puis il a pas peur. Ben, c'est un combattant qui est quand même patient. Ça pourrait. Tu sais, ce combat-là pourrait autant être un super bon MMA boxing match, back and forth avec des beaux échanges, comme ça pourrait être un genre de combat slow à la Morales face à Ayman Zahabi. Par exemple, je pense pas qu'un Gutierrez va se permettre d'être aussi inactif que Ayman aurait pu l'être dans son combat contre Morales. Peut-être à comprendre après le KO là, contre Ricardo Ramos, mais je pense que pour cette raison-là, je dois y aller avec Gutierrez parce que je pense qu'à volume égal, Gutierrez va faire plus de dommages que Vince Morales. Donc, on a comme pas vraiment le choix que d'y aller en fonction de ça, je pense, dans ce combat-là. Donc, j'ai Chris Gutierrez par décision. Puis c'est ça. C'est la carte, les 11 combats, analyse et prédiction, génial, UFC Fight Night quelconque. Là. Ça va pas mal tout être à Vegas. Je pense que c'est UFC on ESPN 9, là, si vous voulez un nom à ça. Parce que je pense que pas mal toutes les cartes sont à ESPN, vu que ben, y a rien d'autre à faire, mais il faut en tout cas. Je le sais pas. C'est une carte. Ça a lieu samedi. C'était mes analyses et prédictions. Ciao.